La Fabrique de l'information, François Saltiel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Un grand merci à Adrien pour la lecture de notre introduction habituelle pour cet épisode qui ne l'est pas, car nous sommes exceptionnellement aujourd'hui en public dans le grand studio 104 de la Maison de la Radio. Le 104, vous êtes là ? Un public composé de collégiens et de lycéens venus de toute l'Île-de-France. Nous participons à la semaine de la presse et des médias dans l'école organisée par le Clémy. L'occasion de travailler avec des élèves et leurs enseignants sur la manière dont on fabrique l'information et surtout l'occasion de les écouter, nous parler de leurs pratiques numériques. C'est vrai qu'on n'écoute pas assez les jeunes, ils seront bien là, présents, à se relayer autour de ces micros. Vous entendrez des chroniques, des portraits, des interviews de collégiens venus de Versailles, de Nanterre ou encore d'Igny dans l'Essonne. Ça va ? Vous n'êtes pas trop stressé ? Comment vous vous sentez ? Ça va. Ça va ? Un peu stressé. Un petit peu stressé, c'est normal ? Stressé. Et toi ? Moi ça va. Et toi ? Ça va. Ça va, ok, donc vous êtes plutôt confiant pour aborder toutes vos rubriques. Vous avez travaillé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec vos enseignants pour essayer d'être au plus près possible de l'exercice journalistique. Et je vous remercie d'être avec nous. Allez, encore une fois, on peut vous applaudir. Et vous avez également fait la programmation. Ce qu'on appelle une programmation, c'est choisir les invités. Deux invités présents ici dans cette émission. La députée Laure Miller, qui a porté le projet de loi d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On pourra d'ailleurs vous sonder ici dans la salle si vous êtes favorable ou non à cette loi. Et vous aurez aussi la créatrice de contenu, Miel. Alors je sais que vous avez hâte de rencontrer Miel et bien sûr Laure Miller, mais avant on va diffuser ce qu'on appelle un mash. Un mash est un montage de sons condensés qui présente un peu le sujet. C'est déjà l'épisode 30 de la Fabrique de l'information. J'aurais besoin d'un c'est parti, je vais compter sur toi quand je te le dis. Nous sommes déjà maintenant à l'épisode 30 de la Fabrique de l'information. Attention, c'est parti. J'aime bien m'intéresser à l'actualité, on peut voir plein de trucs et tout, donc c'est bien. Souvent, c'est soit mon père qui regarde des informations, et comme ça, moi je m'ennuie, je vais le voir et je m'assois à côté de lui, je regarde un peu les informations. L'éducation aux médias, c'est apprendre à mieux connaître le journalisme et les médias dans leur ensemble. Radio, télé, journaux et aussi Internet et les réseaux sociaux. Alors chez les plus jeunes, vous êtes devenu une source d'information encore plus citée que Le Monde, Le Figaro et Libé réunis. Ça donne une responsabilité énorme. Comment on gère ça ? Moi, la meilleure façon d'y répondre, ça a été le plus tôt possible, dès que j'ai pu le faire, de recruter et de ne pas être tout seul à faire ça. Je m'intéresse pas du tout à l'actualité parce que c'est souvent triste et des fois ça m'angoisse. En France, un adolescent sur deux passe en moyenne entre 2 et 5 heures par jour sur son smartphone. Un usage intensif avec son lot de conséquences. Troubles du sommeil, de l'attention, mais aussi du comportement alimentaire et mauvaise estime de soi. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je crois que c'est une règle claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants. Et on avance. Je trouve qu'en vrai c'est pas bien parce que faire une interdiction sur un enfant, ça va juste le frustrer et le mettre dans un coin, ça va exclure une personne. C'est un peu normal parce que des fois il y a du cyberharcèlement et des insultes. Moi je pense que c'est toujours les adultes qui décident, c'est plutôt leur décision qui les importe et pas trop celle des enfants. On nous écoute vraiment pas assez. On nous écoute vraiment pas assez. On va tenter justement de vous écouter tout au long de cette émission. On va accueillir tout de suite notre premier invité. Vous l'avez compris, on va parler d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On va parler de santé mentale avec Miel qui a créé son application Link. Mais on démarre avec cet invité politique. Vous allez devoir passer en intervieweur politique. Ça tombe bien, on est juste après les municipales. Vous avez peut-être suivi ces débats puisqu'on dit que la jeunesse ne s'informe pas sur l'actualité politique. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai pour pouvoir vous rencontrer les uns et les autres régulièrement dans les établissements. Donc tout de suite, on accueille Laure Miller, députée de la Marne. Alors Laure Miller, elle a l'habitude de siéger à l'Assemblée nationale devant de nombreuses personnes. Est-ce que c'est moins ou plus impressionnant d'être ici, devant justement cette assemblée de collégiens et de lycéens au studio 104 de la Maison de la Radio, Laure ?
pense qu'ils seront plus à l'écoute que les députés qui siègent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc ça sera mieux, je pense. Bah voilà, déjà un encouragement pour vous. Laure, vous allez être un peu challengée par nos intervieweurs politiques qui vont vous questionner sur ce projet de loi. Mais avant, je vous propose de faire un petit tour d'horizon pour savoir comment d'autres pays dans le monde se sont positionnés sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, parfois de 16 ans. Et c'est Adrien qui va démarrer pour nous faire cet encadré. Adrien, c'est à toi. La proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, portée depuis novembre 2025 par notre invitée, la députée Laure Miller, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale fin janvier. Elle sera examinée le 31 mars prochain par le Sénat en séance publique. Si elle est votée puis appliquée, dès septembre 2026, tous les comptes des moins de 15 ans seront supprimés et les lycées devront préciser les lieux et les conditions d'utilisation des téléphones portables dans leur règlement intérieur. La France n'est pas la seule à s'engager en ce sens. À l'échelle internationale, avant elle, l'Australie est devenue, en décembre dernier, le premier pays au monde à légiférer. Elle a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Elle envisage désormais de le faire pour les agents conversationnels. À sa suite, l'Indonésie sera bientôt le deuxième pays à faire ce choix. La loi sera mise en place dès le 28 mars. Goa, un État indien, réfléchit à une loi qui toucherait non seulement les locaux, mais aussi les touristes. Les utilisateurs de moins de 16 ans risqueraient de voir leur compte fermé pendant leur séjour. Et Adrien, si on s'intéresse aux pays européens, quelle est la tendance ? Eh bien, au sein de l'Union européenne, depuis quelques mois, de nombreux pays ont annoncé leur volonté de protéger les moins de 16 ans eux aussi. C'est le cas de l'Espagne ou encore du Portugal. Celui-ci permettrait néanmoins aux jeunes entre 13 et 16 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux avec l'autorisation des parents. D'autres, comme la France, envisagent de fixer la limite d'âge à 15 ans, par exemple l'Italie et la Grèce. Quant au Danemark, après avoir accordé une grande place aux écrans dans l'éducation des enfants, il envisage désormais une désintoxication numérique, avec le retour au manuel papier et l'interdiction du téléphone portable dans les écoles. Et l'Allemagne n'est pas en reste, même si le chancelier Merz envisage, pour les moins de 14 ans, des restrictions qui pourraient différer selon l'âge et les réseaux sociaux. En Europe, le Royaume-Uni est le seul pays à s'être prononcé sur la question pour l'instant. Il est surtout le seul au monde à avoir refusé de légiférer à ce jour. Un sondage YouGov, réalisé début décembre 2025, annonçait que 74% des Britanniques soutenaient une interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, contre 19% seulement qui s'y opposaient. Pourtant, la proposition de loi a été largement rejetée par les députés britanniques de la Chambre des communes début mars. Merci beaucoup Adrien pour cette ce qu'on appelle un encadré dans le milieu pour faire le point sur la situation internationale. Laure Miller, vous avez peut-être pas appris des choses, que vous connaissez bien la situation, mais est-ce que tout est juste de ce que vous avez entendu ? Bien sûr. Alors en effet, il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui sont en pleine réflexion, qui observent évidemment ce que fait la France. Simplement, on a tous des idées sur le fait d'encadrer à différents âges. Ce qu'il faut bien avoir en tête et que vous pouvez peut-être avoir en tête, c'est le fait qu'on est très contraint par le cadre européen, qu'il existe un règlement européen qui s'appelle le DSA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le Digital Services Act. Et voilà, et qu'en fait, les pays de l'Union européenne ne peuvent pas forcément tout faire. Il faut qu'ils puissent respecter dans la législation qu'ils proposent ce cadre européen qui est le Digital Services Act. Donc il y a quand même une forme de contrainte. Alors vous avez justement évoqué la question en disant qu'on a tous un point de vue sur la situation. Des pays européens et même dans le monde se positionnent différemment. Moi, j'aimerais sonder la position du 104 sur cette question qui vous concerne sans doute, c'est-à-dire l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. 15 ans, c'est peut-être en moyenne votre âge ici, si on fait la moyenne des lycéens et surtout des collégiens. Donc on va fonctionner à l'applaudimètre, ok ? Ceux qui sont favorables applaudissent et je poserai la même question pour ceux qui sont défavorables. Donc ici, dans le studio 104, en âme et conscience, qui serait favorable à une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Applaudissez. On fera la même chose à la fin ? Ok. On va essayer de les convaincre. Exactement, bien sûr, vous allez essayer de les convaincre et d'ailleurs des élèves vont essayer de les convaincre. Même question mais à l'envers, applaudissez ceux qui sont contre cette proposition de loi. Alors je suis pas un spécialiste, tu dirais que qui l'a emporté entre le pour et le contre ? Qui l'a emporté, tu penses, entre le camp du pour ? Je pense ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre. Donc toute la question maintenant c'est de savoir si Laure Miller et d'autres élèves vont réussir à vous convaincre.
Pour ça, on va proposer un petit exercice, le pour ou le contre. Il y a 2 élèves qui ont travaillé avec leur classe pour essayer de mettre en place les arguments les plus efficaces, les plus pertinents pour défendre le pour et le contre. Donc ils vont venir devant vous, ils auront moins de 120 secondes pour vous convaincre. Si vous êtes d'accord, vous pouvez même venir avec ce micro-main que je vais vous laisser devant pour faire votre pour ou contre, ou sinon vous restez tranquillement ici. Mais pour savoir par qui on commence, parce que vous le savez bien, celui qui termine a souvent une prime. Hein. Donc on va faire un pile ou face. C'est moi qui le fais. Ouais. Donc, on n'a qu'à dire que pile, c'est contre, et face, c'est pour. Déjà, je vais essayer de la faire retomber. Alors, pile? Ouais, on a dit quoi? Pile, c'est contre, face, c'est pour. C'est pile. C'est pile, donc c'est le camp du contre qui va démarrer. Il me semble que c'est avec toi. On ne prend pas la pièce. François. 1 euro l'heure, vous me le rendrez, hein? Bien sûr. C'est très bien, les finances publiques tout de même. François, c'est à toi. Cette loi va créer de nouveaux problèmes sans résoudre les précédents. Tout d'abord, pour la majorité des jeunes, les réseaux sociaux sont un loisir comme un autre, un outil pour se détendre après les cours. Sans les réseaux, moins de divertissement et moins de bien-être. Beaucoup de jeunes se réfugient sur les réseaux pour combler un vide ou trouver une solution à un mal-être. Certains même ne communiqueraient jamais et ne parleraient pas de leurs émotions sans la protection de l'écran. C'est ainsi qu'ils nouent des liens et qu'ils échangent. Sans les réseaux, plus de vie sociale. De plus, de nombreux adolescents les utilisent pour s'informer et approfondir leurs cours. Sans les réseaux, difficile de réussir sa scolarité. Et quelles seront les répercussions pour les créateurs de contenu de moins de 15 ans? Ils perdront leur compte, leurs followers et abandonneront leur communauté, avec pour résultat de la frustration pour tous. Quant aux créateurs plus âgés, qui s'adressent aux moins de 15 ans, ils perdront des milliers d'abonnés et verront leurs revenus chuter. Un drame s'il s'agit de leur activité principale. Les techniques pour vérifier l'âge des utilisateurs seront-elles vraiment efficaces? De jeunes Australiens, pour qui une loi est déjà en vigueur, ont immédiatement trouvé des parades pour les contourner. De plus, ces vérifications font peur. Il y a quelques semaines, 1,5 million de données personnelles et photos de jeunes ont été volées à l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Elles ont aussitôt été mises en vente sur le Darknet. Sans accès à TikTok, Snapchat, Instagram ou YouTube, les jeunes risquent de se tourner vers d'autres sites moins connus, mais bien plus nuisibles. Enfin, que se passera-t-il lorsque l'adolescent atteindra 15 ans et sera libre d'utiliser les réseaux sociaux subitement? C'est une grande question. Merci François. Je pense qu'il a été bon pour défendre justement ce camp du contre, qui est le camp en ce moment majoritaire ici dans le studio 104. On le sait très bien, tout peut changer à tout moment, surtout après l'intervention d'Emma, qui va peut-être finir par vous convaincre que cette loi est une bonne proposition. Pourquoi, Emma? Cette loi est une excellente mesure. Les réseaux sociaux ont des effets catastrophiques pour la santé physique et mentale des jeunes. Tout d'abord, certains adolescents passent leur temps à se comparer aux photos soi-disant parfaites qu'ils voient en ligne. Des corps très maigres. Des astuces pour leur ressembler? On propose de se faire vomir ou marcher 30 000 pas dans sa chambre. Résultat, de nombreux jeunes développent de graves troubles alimentaires et mentaux, comme l'anorexie, la boulimie ou même la dysmorphophobie, c'est-à-dire l'idée obsessionnelle que son corps est rempli de défauts. D'autres contenus vont même jusqu'à encourager l'automutilation ou le suicide. De plus, les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour retenir l'attention de l'utilisateur. De nombreux jeunes tombent dans le piège. Ils passent ainsi des heures à faire défiler des vidéos ou à scroller sans fin. Et cela, parfois jusque tard dans la nuit. En outre, une grande violence circule sur les réseaux sociaux. Cyberharcèlement, insultes, provocations, rien n'arrête la haine en ligne. Les rumeurs se propagent à toute allure, des photos sont falsifiées. La réputation d'une personne peut être détruite en quelques secondes. Trop de contenus sont choquants, images traumatisantes de guerre ou de maltraitance notamment. On ne sait jamais sur quoi on va tomber en ouvrant une vidéo. Parfois même, certains jeunes croient discuter avec des personnes de leur âge alors qu'ils ont affaire à des adultes mal intentionnés. Ces adolescents courent alors un grand danger. Cette loi permettra donc de protéger les jeunes jusqu'à ce qu'ils gagnent en maturité. Elle aidera parents et éducateurs qui ont le plus grand mal à décrocher les jeunes des écrans. Enfin, elle encouragera les adolescents à passer du temps à l'extérieur, avec des amis réels, autour d'échanges et de jeux. Parce que finalement, la vraie vie ne se déroule pas derrière un écran. Merci beaucoup Emma. Alors, j'ai posé une question compliquée, surtout ne t'offusque pas si jamais ça ne se résout pas par un succès. Qui était contre et qui, après avoir écouté Emma, hésite, voire serait maintenant favorable? Au moins hésite. Allez-y, applaudissez ceux qui ont un peu changé d'avis. Bravo.
C'est peut-être le début d'une carrière politique. Arriver à faire changer la vie des gens grâce aux arguments. En parlant de politique, ça va être l'heure de notre interview politique. Des élèves vont interviewer Laure Miller. Pour ça, on va les accueillir depuis la salle. On va demander également à Timothy de retourner dans la salle ainsi qu'Adrien et Emma. On vous retrouvera, et François, on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure pour accueillir les deux autres élèves. Merci sur vos applaudissements. On se fait ce petit transfert. On accueille nos intervieweurs politiques. Voilà. Un très beau jeu de chaises musicales. Merci beaucoup. Allez, vous avez quelques minutes pour essayer de passer sur le grill Laure Miller avec des questions que vous avez longuement pensées, réfléchies, des questions acerbes, des questions aiguës, peut-être même des questions pièges. C'est à vous, je vous laisse là. Alors nous, on pensait d'abord à l'expérience australienne et au fait qu'on a vu de nombreux moyens de contournement qui ont été mis en place. Et donc, on se demandait quelles mesures vous pensiez mettre en place afin de contrer ces moyens de contournement, justement. Merci pour cette question. En effet, c'est intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Australie, c'est le premier pays au monde à avoir mis en place une telle interdiction. Il y a juste deux différences avec la France, et en tout cas, quand on a rédigé la loi, on a essayé d'éviter ces deux écueils qu'a connus l'Australie. Le premier, c'est qu'en Australie, ils ont fait une liste de réseaux sociaux interdits. Et donc, en effet, on a un phénomène qu'on a du mal à quantifier aujourd'hui encore, ça fait seulement 3 mois qu'ils l'ont interdit, mais qui est que les jeunes sont allés sur des réseaux sociaux qui n'étaient pas sur cette liste. Donc en France, on a fait le choix de ne pas faire de liste et d'interdire les réseaux sociaux en mettant une définition des réseaux sociaux qui soit susceptible d'accueillir tout ce qui ressemble de près ou de loin à un réseau social. Et la deuxième différence, c'est qu'en Australie, ils ont été peut-être, on va dire, entre guillemets, un peu plus souples avec les plateformes, puisqu'ils leur demandent de vérifier, d'estimer l'âge des personnes et des jeunes qui viennent sur la plateforme. Donc c'est une estimation d'âge et ce n'est pas une vérification d'âge. Donc c'est un peu moins robuste. L'estimation d'âge, elle peut se faire notamment via la reconnaissance faciale. Donc on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle ou même en utilisant la photo ou en utilisant carrément son frère ou sa sœur qui a plus de 15 ans ou plus de 16 ans en l'occurrence, on peut le mettre devant la caméra de son téléphone et donc c'est assez facile en fait de contourner. Alors je ne dis pas que la vérification d'âge que nous on préconise dans la loi, elle ne sera pas contournable, mais elle est un peu plus robuste et donc sans doute qu'on aura moins de personnes qui vont contourner, mais en effet il sera possible de contourner la loi, mais voilà, on a évité ces deux écueils que l'Australie a pu mettre dans sa loi. Pourquoi vous avez choisi 15 ans pour les jeunes Français et pas 16 ans comme pour les Espagnols ? Alors en effet, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'en fait, dans l'Union européenne, on voit bien que les pays qui se positionnent pour faire cette interdiction, ils oscillent entre 15, 16, certains sont plutôt à 14 ou à 13 dans leur choix et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on a du mal à se mettre tous d'accord à l'échelle de l'Union européenne parce que notre culture, elle est assez différente, nos législations, elles sont aussi différentes. Dans la loi française, il y a déjà des références à 15 ans. Raison pour laquelle on s'est dit que c'était assez logique d'ajouter les 15 ans, et en tout cas de choisir les 15 ans. Et puis, le deuxième élément, c'est que le président de la République, il avait demandé il y a 2 ans un rapport à des scientifiques, notamment 2 personnes dont vous avez peut-être entendu les noms, Servan Mouton, qui est neurologue, et Amine Benyamina, qui est pédopsychiatre et spécialiste de la question des addictions. Ces 2 personnes, elles ont réuni autour d'elles plusieurs scientifiques et ils ont rendu un rapport au président de la République en 2024 qui portait vraiment sur les écrans de manière générale et donc évidemment sur les réseaux sociaux. Et dans ce rapport, ils pointent l'âge de 15 ans comme un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux, raison pour laquelle on a suivi finalement les scientifiques qui s'étaient prononcés à cette époque. Voilà pourquoi on a préconisé 15 ans. Sabrina ? On se demandait aussi pourquoi interdire les réseaux qu'aux mineurs de moins de 15 ans et pas aussi par exemple aux personnes âgées ou aux comptes problématiques. Parce que les adultes, on en a besoin, nous, des réseaux sociaux quoi. Les jeunes aussi en ont peut-être besoin. Alors, la deuxième question est très large, donc je ne sais pas si je pourrais y répondre en 2 secondes, mais pourquoi l'interdire aux moins de 15 ans, en tout cas plutôt aux jeunes ? Parce qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas conçu, et en tout cas, il n'est pas la même maturité lorsqu'on a 8 ans, 10 ans, 12 ans et 15 ans que lorsqu'on a 40 ans et peut-être 80 ans. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on protège le public le plus, entre guillemets, vulnérable, celui dont le cerveau n'est pas encore mature, qui a tendance encore à se développer et sur lequel les réseaux sociaux et leur fonctionnement a un impact qui maintenant est scientifiquement démontré. Il y a de plus en plus d'études, notamment américaines, qui sortent pour montrer
comment le cerveau fonctionne et comment il bouge lorsqu'on va très longtemps sur les réseaux sociaux, comment aussi le cerveau peut se rééquilibrer lorsqu'on n'y va plus. Donc tout ça, évidemment, est modifiable. Ce n'est pas un cerveau qui est abîmé ad vitam aeternam. Donc voilà pourquoi on a choisi un public plus vulnérable. Évidemment qu'il y a des personnes âgées et des adultes, de manière générale, qui sont complètement accros aux réseaux sociaux, mais déjà, ils ont une maturité qu'on n'a peut-être pas quand on a moins de 15 ans, d'une part, et d'autre part, une interdiction générale, en fait, elle ne serait pas possible dans notre société, qui est une société démocratique avec des droits, des libertés fondamentales, et donc il faut que ça soit quelque chose de mesuré, et évidemment, interdire à toute la population, ce ne serait pas entendable. L'idée là de cette loi, c'est de se dire, est-ce qu'on, en fait, dans la vie, peut-être que vos parents ils vous l'ont déjà dit, il y a un âge pour tout. On entend souvent cette remarque quand on est jeune, et c'est pas faux en fait si vous réfléchissez, il y a un âge pour tout. Et donc l'idée c'est de se dire, les réseaux sociaux, on peut y trouver des choses positives, mais comme il y a une espèce de convergence maintenant, un faisceau d'indices qui montre quand même qu'il y a majoritairement des impacts négatifs, eh bien on pense qu'il faut protéger les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les plus jeunes. Je pense que cette question, elle fait aussi écho à cette sensation pour la jeunesse ici, parfois d'être toujours pointé du doigt, critiqué, en disant, bah voilà, nous les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de discuter entre nous. On n'a peut-être pas beaucoup d'espace dehors, dans la rue. Enfin, il y en a, mais ils sont peut-être pas tous terribles. Donc, on a envie aussi de pouvoir discuter ensemble. Donc, c'est pour ça que cette idée d'interdire à tout le monde, au moins, ça mettrait tout le monde sur un même pied d'égalité. Prochaine question, peut-être. On se demandait également si couper l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ça ne pouvait pas restreindre leur accès à l'information, sachant que donc ça peut leur permettre de s'informer avec des comptes comme Hugo Décrypte, par exemple. Qui suit Hugo Décrypte ici dans le 104 ? Voilà, ça fait quand même quelques personnes. Hugo Décrypte, d'ailleurs, qui est passé dans la fabrique de l'information. Je vous encourage à podcaster cette émission. Oui, alors c'est une vraie question. Et je l'avais noté d'ailleurs, le jeune qui est venu, qui était contre l'interdiction, disait on s'informe avec les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, moi je vais dans les collèges, les lycées, toutes les écoles autant que possible, j'en ai fait 2 la semaine dernière, j'en fais tout le temps dans ma circonscription pour justement dialoguer et comprendre. Donc je suis pas, j'ai bien conscience que vous vous informez sur les réseaux sociaux. La vraie question qu'on peut tous se poser et que vous pourriez peut-être vous poser, c'est est-ce que je m'informe bien avec les réseaux sociaux ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, une problématique qui arrive dans la société, une vraie question de société qui arrive. Est-ce que, finalement, regarder une petite vidéo de 40 secondes, en effet, ça vous informe qu'il existe ce débat dans la société, à ce jour, si c'est un débat ponctuel, la semaine où vous regardez les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez, grâce aux réseaux sociaux, la capacité à prendre du recul sur l'information, à voir le pour, le contre, à vous faire votre propre avis, voire à vérifier l'information. Je sais que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez avec l'éducation aux médias notamment. Mais donc, est-ce que les réseaux sociaux sont à eux seuls un vrai espace d'information ? C'est une vraie question. Moi, je ne suis pas sûre que la réponse soit favorable. Et pour terminer juste la réponse, en fait, si demain vous n'avez plus accès aux réseaux sociaux, vous aurez accès à l'information. Internet, ce n'est pas juste les réseaux sociaux. On peut aller sur le site de France Culture. J'y suis allée tout à l'heure pour regarder si l'émission était par exemple déjà notée sur le site. On peut aller sur tout un tas de sites d'information qui sont finalement les sites des médias traditionnels qui existent dans notre pays. Par ailleurs, Hugo Décrypte, il a une chaîne YouTube, et YouTube sera toujours accessible aux enfants, notamment de moins de 15 ans. J'ai même vu qu'il écrivait des livres, donc on peut même aussi... donc vous voyez, vous ne serez pas coupé finalement. Les livres, ça ne rebondit pas sur l'actualité du jour, et vous avez dit YouTube, mais je sais que dans certains pays, l'Australie s'est posé la question d'interdire ou non YouTube. Donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'un réseau social aussi. Et puis, oui, tout à fait, mais YouTube, de toute façon, même si vous ne créez pas votre compte, vous pouvez accéder assez librement aux vidéos qui sont sur YouTube. Donc même si YouTube est interdit, vous pouvez tout de même y aller sans créer de compte. Oui, par rapport, vous avez parlé du fait qu'on peut s'informer sur différents types, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller que sur les réseaux sociaux, mais en s'informant sur Internet, donc avec les comptes comme Le Monde ou d'autres que vous pouvez mentionner. Alors déjà, si on prend l'exemple du Monde, c'est payant pour pouvoir lire les articles. Et dans un second temps, les informations, la manière dont les informations vont être montrées, ce ne sera pas la même que sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas le même moyen de s'informer. Alors, si je peux me permettre de vous poser une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux pour vous sur les réseaux sociaux dans le traitement de l'information ? C'est plus court. De ce qui est mieux dans le traitement de l'information, c'est plutôt le fait que c'est pas le même type de contenu qu'on va voir. Comme vous avez dit, ce sera plutôt des vidéos courtes, alors que sur Internet, ce sera plutôt des articles. Ou bien si on va regarder même le journal télévisé, c'est aussi des sujets qui sont traités, mais de manière courte.
Mais c'est pas la même chose que sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te sens plus concerné justement quand tu regardes quelque chose sur les réseaux sociaux comme Hugo Décrypte plutôt que quand tu regardes le JT de 20h? Oui, parce que le JT de 20h, donc ça va être plein de sujets qui vont être mis les uns à côté des autres, alors que si je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir voir une vidéo qui va m'intéresser et puis voir s'il y a d'autres sujets sur cette même vidéo, alors que sur le JT de 20h, ce ne sera pas le cas. Oui, bien sûr, c'est le tri, mais encore une fois, la question, c'est est-ce que c'est pas bien aussi d'avoir une vue générale? Le journal de 20h, je ne dis pas qu'il faut regarder le journal de 20h, mais si vous écoutez la radio, moi le matin, j'écoute France Info. Bon, on arrête tout de suite cette émission. Ouais, je suis désolée. Et je sais que tous les quarts d'heure, j'ai un résumé de l'info, et au moins, j'ai le sentiment d'avoir eu tout. Et parfois, il y a un sujet dans le JT qui va m'interpeller, où je me dis, tiens, ça, ah oui, il y a ça qui vient de se passer dans tel pays, et je vais aller creuser. Mais au moins, j'aurais eu l'information dans sa globalité de la journée en quelques minutes. Et sans avoir besoin de lire, parce qu'en effet, lire, c'est un peu une démarche qui est évidemment différente, qui prend peut-être plus d'énergie que d'écouter ou de regarder. Mais vous avez aussi la radio, par exemple, qui vous permet ça, des podcasts qui vous permettent de creuser un sujet en particulier auquel vous pouvez vous intéresser. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vous informer. Il faut juste avoir ça en tête, ils ne sont pas faits pour vous informer. Donc les vidéos qu'ils vont susciter, qu'ils vont créer, qu'ils vont pousser avec l'algorithme, sont des vidéos qui ont pour objectif de vous maintenir et de maintenir votre attention sur la plateforme. C'est leur objectif. Donc il ne faut juste pas se faire avoir, il faut savoir avoir bien conscience de quels sont les objectifs et les stratégies des plateformes. Et ensuite, vous pouvez avoir le sentiment de les utiliser comme ça, avec vos centres d'intérêt, mais il faut juste avoir ça en tête. Et il me semble que sur l'information, c'est bien quand même d'avoir une vision générale. Et il y a d'autres médias qui existent autour de nous et qui peuvent peut-être vous permettre, si demain les réseaux sociaux sont interdits et si vous avez moins de 15 ans, je ne sais pas si c'est votre cas. Non. Bon, voilà. Mais pour les moins de 15 ans, de quand même grappiller de l'information comme on le veut et de prendre ce qui nous intéresse. Même si les chaînes d'information continuent privées, leur but aussi, c'est qu'on reste le plus longtemps possible devant l'écran de télévision, pour éventuellement voir des publicités, puisque c'est bien leur modèle économique. On est déjà pris par le temps, c'est normal, c'est de la radio, c'est des formats. Il nous reste moins de 2 minutes pour ces 2 dernières questions, Léonie. Une loi du 7 juillet 2023 instaurant la majorité numérique à 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux existe déjà, mais elle n'est pas appliquée. Dans ces conditions, pourquoi en avoir proposé une nouvelle et qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle sera davantage appliquée que la précédente ? Excellente question. En effet, il y a un député qui s'appelle Laurent Marcangeli, qui est député de la Corse et qui a proposé cette loi-là en 2023. Donc il était assez précurseur sur le sujet. Seulement à l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le droit de l'Union européenne qui régit cette question de la régulation du numérique. Et à l'époque, en 2023, la Commission européenne disait les États n'ont pas le droit de toucher à cette matière et donc n'ont pas le droit de fixer une interdiction. C'était à l'époque proscrit. Et puis les choses ont évolué. Il y a notamment des pays qui sont très en pointe sur la protection des jeunes en ligne. La France en fait partie, mais pas que. Vous avez cité, vos camarades ont cité le Danemark, le Portugal, la Grèce. Il y a beaucoup d'autres pays avec nous, 5-6, qui sont vraiment en pointe sur le sujet et qui, entre 2023 et 2025, ont vraiment insisté auprès de la Commission européenne pour dire « laissez-nous des marges de manœuvre. Nous, on a besoin de protéger, en tout cas, on pense qu'il faut protéger en urgence les jeunes et donc il faut nous laisser des marges de manœuvre. » Et c'est la raison pour laquelle, au mois de juillet, le 15 juillet 2025, donc il y a quelques mois maintenant, la Commission européenne a décidé, elle a rendu ce qu'on appelle des lignes directrices, et elle a décidé de laisser les États légiférer, ou en tout cas de leur laisser la possibilité de légiférer et de poser une limite dans notre droit national. Donc c'est ça qui a changé, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir porter une loi qui sera applicable. Et la preuve en est, c'est que la Commission européenne l'a déjà confirmé, elle a dit que la loi française, telle qu'elle était rédigée, était dans les clous, elle passait le filtre de la Commission européenne, et puis d'autres pays derrière nous sont en train de regarder comment on a rédigé pour pouvoir faire la même chose et que ça passe entre les mailles du filet de la Commission européenne. Sabrina. On se demandait aussi, parce que vous avez raison sur le fait qu'il faut protéger nos jeunes, on se demandait du coup pourquoi la France ou l'Union européenne ne créaient pas leur propre réseau social qui serait contrôlé et modéré. C'est une excellente question. Moi, je plaide pour ça. Je pense qu'en effet, vous avez raison, vous l'avez mentionné aussi à travers d'autres questions. Moi, je ne suis pas amiche, je ne veux pas qu'on arrête le numérique, qu'on revienne à l'âge de pierre. Donc, je pense qu'il faut vivre avec son temps, bien sûr. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait d'autres formes. Et puis, tout à l'heure, on va avoir un débat sur la question de la santé mentale et une application qui est géniale aussi, qui permet en effet de pouvoir traiter un mal-être avec le numérique et avec une application. Donc, moi, je pense qu'il faut développer des tas d'applications sur
sur lesquels vous pourriez en effet aller, dialoguer, faire des échanges de vidéos, comme c'est le cas aujourd'hui sur les plateformes, sauf que il faudrait en effet, comme vous l'avez dit, un modèle qui soit éthique, qui soit moral, qui repose sur un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres sur le continent de l'Union européenne. Et en effet, sans doute qu'on est un peu en retard et qu'on devrait pouvoir, en tout cas, il nous faudrait mettre notre créativité au service de plateformes qui soient conformes à ce que nous voulons vraiment. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que les élèves de Nanterre et de Versailles ont été à la hauteur des interviews politiques auxquelles vous avez été confrontés ? Merci. C'était d'excellentes questions. Ouais. Merci à vous, on peut vous applaudir. Merci. Et tout de suite, on va diffuser notre premier reportage. Je sais que dans la salle, il y a des enseignants, évidemment, et ce reportage leur est adressé, puisqu'on va s'intéresser non pas à l'usage de l'intelligence artificielle du côté des élèves, on l'a beaucoup dit, les élèves qui trichent, etc. Non, c'est l'usage de l'intelligence artificielle par les professeurs. On écoute ça. Je suis Madame Grisolia, je suis professeure de lettres au lycée Joliot-Curie. Je suis Monsieur Damas, je suis professeur de mathématiques. Je suis Monsieur Suang, professeur de mathématiques. Bonjour, Monsieur Ouidir, professeur de mathématiques. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour préparer vos cours ? Mon usage quotidien de l'IA pour la préparation de mes cours, il est quasiment nul, parce qu'en fait, je fais tout à l'aide de documents que je peux trouver à droite à gauche, qui sortent de ma tête, etc. Pour élaborer des sujets de contrôle, je vais mettre le contenu du cours tel que moi je l'ai donné aux élèves, et puis je vais voir quelles questions proposerait l'IA, et souvent je retravaille pas mal. J'aime bien voir ce que répondrait l'IA si on lui met directement mon sujet. Une troisième chose, c'est parfois quand je cherche à avoir des activités un peu moins verticales. Quelles activités un peu ludiques je pourrais imaginer autour de ça. Je lui demande de me faire pas mal de propositions qui me permettent d'avoir quand même déjà des premières idées. Je l'utilise assez peu parce que j'aime beaucoup choisir mes variables didactiques. Alors les variables didactiques, rapidement, c'est quelles vont être les difficultés et comment je peux adapter par exemple mes nombres ou mes énoncés pour que la difficulté elle soit adaptée à chaque élève, ou alors à des élèves plus en difficulté ou des élèves plus en avance sur le programme. Comment vous arrivez à repérer l'IA dans les devoirs de vos élèves ? Je fais plus de devoirs à maison justement parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui utilisent l'IA pour se faciliter la tâche, alors qu'en fait moi ça m'intéresse pas. Le but c'est vraiment la réflexion qu'il y a derrière. Moi en tant que prof de lettres, quand il y a beaucoup de rédaction et que je me rends compte que le niveau de langue correspond pas au niveau de l'élève tel que je le vois dans les autres devoirs, en général déjà, mais bon. Okay. Puis parfois aussi des élèves qui répondent sans réfléchir avec des niveaux de maths qui sont pas les leurs. Alors là, c'est cerné instantanément. Dans les mathématiques en particulier, il y a des notations un peu étranges. Une étoile au lieu d'un fois pour la multiplication, chose qu'un élève qui a fait des années de collège sait que c'est faux. On voit quand quelqu'un écrit quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'une formule qui sort de nulle part, un tableau présenté n'importe comment, pas de la manière vue en cours. Par exemple, pour les pourcentages, l'IA adore multiplier par 100 parce que c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet, alors que c'est une erreur classique. Et du coup, qu'on retrouve chez nos élèves, l'IA, des fois, elle va faire des choses fausses parce qu'il y a des choses fausses sur Internet et qu'elle s'en inspire. Ça m'est arrivé de passer mes contrôles à l'intelligence artificielle pour justement voir un peu ce qui sortait. L'intelligence artificielle adore faire des listes. C'est très codifié. Moi, je ferais ça. Donc avec des points 1, 2, 3, ou alors juste essayer ces solutions. Et donc, comme pattern que j'ai pu cerner, il y a certaines tournures de phrases qui sont assez surprenantes. Dans un paquet de copies sur un travail que je vais donner à la maison, quand je vois les mêmes tours syntaxiques qui reviennent ou les mêmes exemples qui reviennent, en général, je me dis « Ah, c'est bizarre ça ». L'intelligence artificielle, c'est un outil désincarné qui n'a pas de personnalité, alors que les élèves, quand ils écrivent, eux, ils ont une personnalité propre, une plume certaine. Je préfère 4 lignes écrites par un élève que 20 écrites par ChatGPT. Donc quand ça vient pas d'eux, ça se voit. Voilà, et là ça vient d'eux ce reportage, ça vient de Sabrina et de Malika qu'on peut applaudir. Alors, ils sont forts les professeurs, parce qu'au départ vous démarriez sur la question de comment eux utilisaient l'IA, et puis ils se sont retournés vers les élèves. Comment est née l'idée de s'intéresser à l'usage de l'IA ? Bon, dans l'enceinte scolaire on a bien compris, mais quand même du côté des professeurs au départ. Premièrement, on utilise souvent l'intelligence artificielle pour faire nos devoirs et autres. Et c'est notre camarade Ajar, qui fait partie du pôle média aussi, qui s'est demandé comment les professeurs ils utilisaient l'intelligence artificielle dans leur quotidien, mais aussi surtout au niveau scolaire. Et on voulait aussi savoir, quand on leur rend des devoirs, est-ce qu'ils savent détecter les petites fautes de ChatGPT dans nos devoirs. Ah ouais, d'accord. En fait, c'était une enquête un peu industrielle pour savoir si vous pouvez continuer à utiliser l'IA sans vous faire avoir. C'est pas mal. Mais moi, je suis sûr qu'au 104, personne n'utilise l'IA pour faire ses devoirs.
Non, ça n'arrive pas, bien sûr. Voilà, votre silence et vos rires sont évidemment une réponse. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience ? J'ai surtout retenu que les profs aussi, même s'ils nous disent de ne pas l'utiliser, finalement aussi l'utilisent, mais ils l'utilisent de manière très différente par rapport à nous et même entre les professeurs. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les professeurs de lettres l'utilisent beaucoup pour faire du coup des activités, ou même pour détecter un peu l'IA dans les devoirs et comprendre, alors que les professeurs de maths s'en servent beaucoup moins parce que, comme il disait dans le reportage, plusieurs des professeurs, ChatGPT s'inspire d'Internet, fait ses recherches sur Internet, et sur Internet, du coup, il y a des choses fausses et des notations fausses, ce qui fait que, du coup, ils utilisent beaucoup moins ChatGPT ou les intelligences artificielles pour s'inspirer dans leurs devoirs. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis, que les professeurs utilisent l'IA pour savoir s'il y a de l'IA dans les réponses aussi des élèves. Oui, c'est ce qu'ils font le plus souvent parce qu'ils se disent que si eux, ils arriveraient pas forcément à le détecter, mais si l'IA rend un devoir identique à ce qu'un élève a fait, ils se rendraient forcément compte parce que généralement, les élèves recopient bêtement, on va dire, ce que leur donne l'intelligence artificielle au lieu de modifier ou de rechercher à faire eux-mêmes la chose. Toi, tu modifies, toi ? Moi, j'utilise pas ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, on peut l'applaudir. Est-ce que vous considérez justement que le recours de l'IA du côté des professeurs, est-ce que c'est pour vous considéré un peu comme de la triche ou pas ? Non. Enfin, je trouve que c'est surtout contradictoire de nous dire de ne pas l'utiliser pour qu'au final, eux, ils le fassent. Je pense que l'éducation nationale devrait plutôt mettre en place des cours qui pour nous aider à utiliser l'intelligence artificielle correctement, intelligemment, pour pas qu'ensuite les professeurs ils viennent nous dire de ne pas l'utiliser. On devrait suivre des formations qui font que quand on utilise l'IA on utilise l'IA, qu'on puisse ensuite savoir s'en servir pour ensuite après pouvoir se détacher petit à petit et ne plus l'utiliser du tout. Mais vu qu'on ne sait pas comment l'utiliser, on va le prendre et faire nos devoirs avec et voilà. On a entendu justement des enseignants dire « moi j'arrive à détecter quand des élèves utilisent l'IA ». Est-ce que vous arrivez aussi à détecter quand des professeurs utilisent l'IA ? Parfois oui. Ah ouais ? À quoi par exemple ? Là, je n'aurais pas d'exemple parce que j'ai une personne en particulier dans la tête et voilà, mais... Qui s'appelle ? Restera anonyme. Voilà. La personne sera anonyme, mais je sais que oui, une fois j'ai eu un devoir et avec plusieurs camarades, on s'est rendu compte que c'était un peu bizarre. Quand on a demandé à la personne, elle nous a avoué que oui, elle utilisait ChatGPT pour rédiger certaines choses. Et puis voilà. Voilà, vous avez grillé votre prof, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici, Laure Miller, entre d'ailleurs dans votre loi d'interdiction des réseaux sociaux, ça concerne aussi l'interdiction du smartphone, qui peut être appliquée jusqu'au lycée, mais globalement on voit qu'on a plutôt un mouvement de retrait de la technologie au sein de l'école, et pour autant quand on les écoute et qu'on connaît la réalité, l'IA est partout. Donc ce paradoxe entre finalement laisser la technologie de côté alors qu'on aurait quand même besoin de s'en saisir, peut-être pour l'expliquer. Alors, je pense qu'il faut l'expliquer, encore une fois, oui, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui l'IA est partout, c'est pas parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre vie qu'il faut s'en satisfaire et se dire que ça sera comme ça à tout jamais. Je pense que si on prend un peu de recul, qu'on regarde notre société telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on peut voir les sujets, encore une fois, de santé mentale, de santé physique, de nos jeunes aujourd'hui et aussi des moins jeunes, il n'est pas trop tard pour se dire qu'en effet, il y a peut-être moyen d'encadrer davantage cette nouvelle technologie. Encore une fois, c'est pas forcément satisfaisant. Et donc, moi, je trouve qu'on manque beaucoup d'imagination, ou en tout cas, on est très fataliste dans cette histoire. Je pense que, oui, elle est omniprésente aujourd'hui. Et en effet, je sais que ça va être difficile, cette interdiction des portables au lycée, qui sera aménageable, en effet, en fonction des lycées et des responsables de chaque lycée. Mais elle va être difficile pour les jeunes qui sont baignés dans le portable, qui l'utilisent tout le temps. Mais pensons aux générations qui arrivent derrière, à ceux qui n'ont pas encore l'habitude de ce portable, qui n'ont pas encore l'habitude de l'intelligence artificielle très tôt, qui n'ont pas encore l'habitude des réseaux sociaux. Moi, j'aimerais que les plus jeunes et mes enfants grandissent avec plus de sérénité, avec plus de lien social et avec moins ces réseaux sociaux et l'intelligence artificielle dans leur vie très tôt, en tout cas.
Bon, merci beaucoup pour votre reportage, merci beaucoup pour vos questions, merci pour cette première partie de l'émission. On va attaquer la deuxième. Pour ça, on va diffuser ce qu'on appelle dans le métier une virgule. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un mash. Un mash, c'est un condensé sonore. Une virgule, c'est un petit moment qui rythme, où on rappelle le nom de l'émission. Qui peut dire virgule pour l'envoyer? Tu dis virgule, ça te va? Tu le sens? Comme ça va, comme par magie, ça va apparaître. Et juste après la virgule, on va accueillir notre deuxième invité, qui s'appelle, comme vous le savez, Miel. C'est à toi. Virgule. France Culture. Elle me donnait des œuvres auxquelles j'avais le droit d'accéder au PC et une fois l'heure passée, je dégageais. La fabrique de l'information. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. François Saltiel. Et sous vos applaudissements, en musique toujours, on accueille Miel et les nouveaux élèves, s'il vous plaît. Oh là là. Installez-vous. J'ai l'impression que c'est une petite entrée de star là, Miel. Un peu. Miel, est-ce que vous êtes contente d'être ici dans le studio 104? Ouais, franchement, je suis ravie. Je savais pas qu'il y avait autant de monde. J'étais pas prête à ça. Je pensais qu'il y avait une quinzaine de jeunes. Pas du tout. Mais je suis contente. Il n'y a pas une quinzaine de jeunes, il y a à peu près 700 jeunes ici dans le 104. On veut vous entendre. Alors, 700 jeunes dont beaucoup qui vous connaissent, Miel, mais peut-être que certaines personnes ici dans la salle. Alors, j'entends déjà beaucoup de gens sur la droite qui demandent à avoir votre numéro de téléphone. Bon, ça, je laisserai tout ça hors antenne. Mais il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore. Et pour ça, ça tombe bien, il y a un portrait qui a été réalisé par Élise, toujours du collège Hoche de Versailles. On va écouter votre portrait par Élise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Miel Abitbol, une jeune femme de 18 ans qui a su très tôt s'engager pour des causes importantes. Bonjour Miel Abitbol, merci d'avoir accepté notre invitation. Miel Abitbol, vous êtes née le 25 juin 2007 à Paris. Après avoir vécu aux États-Unis, vous êtes de retour en France vers vos 10 ans. C'est à cet âge que vous commencez à partager votre vie sur les réseaux sociaux. À 13 ans, vous êtes victime de harcèlement scolaire, de violences sexistes et sexuelles qui vous conduisent à tenter de mettre fin à vos jours. En 2021, à seulement 14 ans, familière des réseaux sociaux depuis plusieurs années déjà, vous décidez d'y raconter ce que vous avez vécu. Ces expériences douloureuses et marquantes sont des sujets dont on entend souvent parler de manière anonyme et générale, mais que peu de gens osent vraiment aborder à visage découvert en public. C'est probablement la raison pour laquelle votre démarche a touché énormément de jeunes qui se sont reconnus dans ce que vous évoquez. Aujourd'hui, vous êtes suivi par 2 millions de personnes sur TikTok, 800 000 sur Instagram et 200 000 sur Snapchat. Poursuivant votre travail de résilience, vous avez voulu aller plus loin et transformer votre expérience et votre parcours difficile en un projet concret. Ainsi, vous avez cofondé avec votre père et une psychiatre, le docteur Claire Morin, l'application Link. Celle-ci permet aux jeunes qui traversent des moments difficiles de trouver plus facilement des adultes de confiance à qui parler. Elle est principalement destinée à protéger la santé mentale des adolescents et jeunes adultes. Aujourd'hui, Link compte plus de 300 000 téléchargements. L'application comprend un journal intime, un outil de suivi de l'humeur et un kit de secours. Elle met également à disposition les principaux numéros d'urgence tels que le 112, le 3114 dans les cas de suicide, le 3018 dans les situations de violence et de harcèlement numérique et le 119 pour les enfants victimes de maltraitance. Et votre engagement ne s'est pas arrêté là. Vous dénoncez aussi le manque de place dans les hôpitaux, problème que vous avez constaté lors de vos nombreux séjours dans ces lieux. Cela vous a donné l'impression culpabilisante d'être un poids. Vous avez écrit et posté des vidéos à l'intention du président Macron sur le sujet. Vous avez ainsi obtenu un entretien avec le chef de l'État et ses conseillers Gilles Albout et William Hellman, au cours duquel ils se sont engagés à soutenir votre application Link. En conclusion, Miel Abitbol, vous êtes une jeune femme courageuse qui a su transformer une expérience intime en une réalisation utile et importante pour la société. Vous prouvez qu'il n'est pas nécessaire d'être adulte pour agir et pour faire entendre sa voix sur des sujets qui nous concernent tous. C'est pour toutes ces raisons que nous avons souhaité vous accueillir aujourd'hui. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons, si vous le voulez bien, vous poser quelques questions afin de partager avec le public
vos parcours, vos inspirations et vos projets. Merci. Merci beaucoup pour ce portrait. Élise, merci pour ce portrait. Miel, tout était juste dans le portrait? Exceptionnel, incroyable. Merci beaucoup, c'était un magnifique portrait. Bah voilà, déjà magnifique portrait par Miel. On va maintenant tout de suite attaquer avec vos questions que vous avez pensées et travaillées. Allez-y, n'hésitez pas, Miel est ici pour vous répondre. Ne craignez-vous pas que cette mesure réduise considérablement le nombre de vos abonnés, les jeunes adolescents étant votre cœur de cible? Alors, s'il y a une interdiction au moins de 15 ans qui tombe, moi, ma crainte, c'est pas que je perde des abonnés. En réalité, c'est pas trop... c'est pas que je m'en fiche, mais c'est pas la chose la plus importante pour moi, et c'est pas pour ça que je dis au grand public que je suis pas forcément pour cette interdiction. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes pour qui les réseaux sociaux ont des effets positifs. Je pense qu'il y a une nuance à avoir, en fait. On parle beaucoup des effets que négatifs, forcément, il y en a. Il y a des choses choquantes, il y a des contenus qui ne devraient pas être vus par des jeunes et en vrai par personne, hein, en réalité. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Il y a des associations qui arrivent à toucher des jeunes uniquement grâce aux réseaux sociaux, qui arrivent à toucher des jeunes qui ont moins de 15 ans, certains même qui ont moins de 13 ans, qui ont moins de 10 ans, parce qu'ils y sont. On parle, je sais pas, d'associations contre l'inceste, etc. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui ont été sauvés grâce à ça. Et je pense que c'est important d'avoir un peu cette vision des deux côtés, pas seulement du négatif, sans se dire non plus que les réseaux, c'est que bien et que c'est incroyable et que voilà, faudrait que ce soit des 6 ans ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais je pense que c'est important d'avoir une balance sur ces sujets-là. Merci Tonia pour ta question. Question d'Ambre. Vous insistez sur l'importance des réseaux sociaux comme canal indispensable pour parler aux jeunes. Si la loi évoquée est votée, quel autre outil de communication proposerez-vous pour permettre un dialogue entre les générations? Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour parler aux jeunes parce que, en réalité, quasiment tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux et je pense que couper ce canal de communication aux moins de 15 ans, ça va pas forcément beaucoup nous aider, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même un énorme fossé générationnel qui est créé. Il y a beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qui se sentent vachement incompris par les parents, par les adultes et tout. Et interdire, ça donne encore ce message de on vous comprend pas, donc on va interdire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre des messages qui vont plus nous comprendre, qui vont plus nous accompagner et tout. Mais après, si on prend d'autres canaux, je pense qu'il y a dans les établissements scolaires, c'est un endroit où il y a tous les jeunes qui se réunissent in fine, hein, donc, pour leur parler et tout. Mais ouais, je pense pas que ce soit vraiment la bonne chose à faire, surtout quand on regarde les messages qui sont passés. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le président de la République qui avait fait un post et qui avait dit à la fin, dès le 1er septembre, en gros, tous nos jeunes et nos adolescents, ils seront enfin protégés. Tous nos enfants et adolescents seront enfin protégés. Et je me suis dit, c'est fou quand même de se dire, ok, la santé mentale des jeunes va se réduire aux réseaux sociaux, ou en tout cas, c'est les messages qui sont passés. Et si on interdit les réseaux aux moins de 15 ans, c'est bon, il n'y aura plus de problème de santé mentale. Alors je sais que dans le fond, ce n'est pas les messages qui sont passé, mais c'est un peu ça quand même, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on retient et tout, et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a d'autres priorités quand on parle de santé mentale des jeunes. D'accord, vous avez tendance à penser que le politique se réfugie un peu derrière les réseaux sociaux comme étant la solution à tous les problèmes sans voir d'autres problèmes plus structurels. Je pense que c'est une mesure qui fait du bruit et qui ne règle pas forcément les problèmes de fond, parce que même quand on regarde les études scientifiques de l'ANSES, de l'OMS, etc., elles ne sont pas en faveur d'une interdiction aux moins de 15 ans, elles sont en faveur qu'on garde les mêmes limites d'âge qui sont à 13 ans, qui sont censés être en tout cas à 13 ans, et ça, ce serait très bien. Effectivement, sur l'ANSES, dans le dernier rapport qui a été publié, ils ne sont pas forcément favorables à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, même s'ils pointent du doigt les nombreux effets toxiques et néfastes concernant les réseaux sociaux. Oui, si je peux me permettre, ils disent vraiment... En fait, leur rôle n'est pas de toute façon de nous indiquer quelle est la meilleure mesure politique à prendre, mais si vous lisez dans son intégralité le rapport, il est quand même édifiant sur le sujet de la santé mentale et de l'impact des réseaux sociaux, et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait continuer à avoir un accès, en tout cas, ils préconisent de continuer à aller sur les réseaux sociaux si les réseaux sociaux sont éthiques. Aujourd'hui, personne ne peut croire que les réseaux sociaux, on l'a tous dit à l'instant, sont éthiques. Donc, si j'inverse le raisonnement, ça veut dire qu'en cas de réseaux sociaux non éthiques, il faut poser en fait une restriction pour protéger les jeunes et les plus jeunes d'entre nous. Vous allez avoir l'occasion, bien sûr, de vous répondre dans un instant, mais on va continuer à accueillir les questions de nos élèves. Pourriez-vous nous expliquer quelle modération est mise en place sur l'application Link ? Pour la modération pour les jeunes ?
Ouais, c'est pas un réseau social, Link, déjà, c'est quelque chose qui est complètement privé. Donc, c'est les jeunes qui s'inscrivent avec leur numéro, leur mail, peu importe, et qui prennent soin de leur santé mentale tout seuls. Alors, il y a un canal dans l'application, on l'appelle le canal Link, où en gros, les jeunes peuvent poster des messages positifs. Donc, il y a une modération, nous, de notre côté, des ingénieurs, pour être sûr que, il n'y a que des messages positifs et on filtre quand même le flux et tout. Et sinon, par rapport aux adultes de confiance, un jeune, quand il va se connecter sur l'appli avec un parent ou un adulte de confiance, c'est quelqu'un qu'il connaît, c'est quelqu'un qui va accepter, ou à qui il va envoyer une invitation. Donc, c'est pas je me connecte avec un adulte que je connais pas ou quoi que ce soit. Non, c'est toujours quelqu'un de proche qu'on connaît. Ça peut être un parent, un oncle, une tante, un parrain, une marraine, etc. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose de privé quand même. C'est une safe place. C'est à soi, c'est intime, quoi. Voilà, il n'y a pas donc cette possibilité, comme dans justement des réseaux sociaux, on peut rentrer en connexion avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et on sait que c'est bien souvent le cas, surtout un public de mineurs, qui est malheureusement bien la cible de certains prédateurs qui rôdent sur les réseaux sociaux. Ambre. L'application Link est gratuite pour les jeunes, sans publicité ni utilisation des données. Une version payante est disponible pour les adultes souhaitant accompagner un jeune et pour les établissements scolaires. Ce modèle économique est-il une solution durable ? Alors, pour l'instant, non. Pour être honnête, Link, c'est un projet qu'on a fait de base avec mon père, du coup, et le docteur Morin, par pur engagement et parce que j'ai vécu des années très compliquées et que c'était vraiment important pour moi de m'engager, pour moi et pour mon père et pour le docteur Morin, du coup. Donc, l'argent, c'était pas forcément notre priorité pour ce projet, mais c'est sûr que pour faire tenir une start-up sur le long terme, il faut à un moment trouver un équilibre, au moins économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se penche davantage vers les établissements scolaires, parce que nous, on voulait pas faire payer les jeunes, hein. Enfin, c'était un peu du non-sens que les jeunes aient à mettre une carte de crédit, déjà parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas, qui n'ont pas les moyens, et déjà de faire payer les adultes, il y en a beaucoup qui n'ont même pas les moyens de pouvoir payer un abonnement par mois. Donc on essaye de trouver un autre modèle avec les établissements scolaires, avec des professionnels de la santé. On essaye de voir où est-ce qu'on peut au moins arriver à l'équilibre pour le projet, pour qu'il puisse continuer. Mais vous garantissez qu'il n'y a pas, parce qu'on a quand même appris une règle ici, on sait bien dans le numérique, si c'est gratuit, c'est toi le produit. On sait qu'il y a beaucoup de choses gratuites dans l'application de Link, donc vous certifiez qu'il n'y a pas d'exploitation de données, non. Il n'y a pas de publicité ciblée, il n'y a pas de lien avec l'univers de la pharmacologie en sens large, du laboratoire, etc., parce que vous êtes sur le domaine de la santé. Non, rien de tout ça. Nous, on n'utilise pas les données. Il y a pas, si vous regardez l'application ou quoi, vous verrez bien qu'il n'y a pas de publicité. Donc, on est vraiment transparent sur tous ces angles-là et carré. Carré. On va justement passer tout de suite peut-être à la question de Tonia. On va en supprimer une, je suis désolé, mais le temps court, sur la question de la prévention. Tonia. Vous soulignez que la prévention en santé mentale nécessite des moyens à la hauteur des enjeux. Sur quels moyens de financement le modèle que vous proposez pourrait-il reposer ? Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de santé mentale, on va beaucoup parler de soins. Alors évidemment, c'est extrêmement important le soin en santé mentale parce qu'aujourd'hui, il y aurait 25% des jeunes qui seraient en dépression d'après une étude de la Mutualité française. Donc c'est quand même un jeune sur 4, c'est beaucoup. Il faut des places dans les hôpitaux psychiatriques, il faut des rendez-vous avec les psychologues. Enfin, il faut du soin, mais il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de jeunes qui aient besoin de ce soin, qui aient besoin de place en hôpital, qui aient besoin d'un suivi psy, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de jeunes à qui on aurait pu éviter certains troubles, certaines dépressions, certaines tendances suicidaires, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'orienter, discuter avec les jeunes dans les établissements scolaires, mettre en place des choses dans ces lieux-là, parce que l'école, c'est un peu notre deuxième maison. En vrai, on y passe la moitié de notre temps là-bas. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont à faire sur ce volet-là, et puis aussi vis-à-vis des parents. Parce que aujourd'hui, c'est ce que je disais, les jeunes, ils se sentent complètement incompris par leurs parents, mais les parents aussi, ils vous comprennent pas, pour être honnête, parce que en soi, on a vraiment grandi dans deux mondes complètement différents. Nous, avec les réseaux sociaux, le numérique, eux, c'était pas du tout la même chose. Donc faut se mettre à la place de l'un et de l'autre, mais je pense que recréer ce lien aussi, c'est faire partie de la prévention, parce que on a tendance à parler de nos problèmes quand c'est un peu déjà trop tard ou quand ça va déjà un peu trop mal. Donc si on peut essayer d'en parler en amont, au tout début, je pense que ça peut éviter beaucoup de galères supplémentaires. Ambre. Vous avez rencontré le président Macron et 2 de ses conseillers. Quels engagements concrets et précis ont-ils pris à cette occasion ? C'est compliqué ça. On l'a rencontré du coup en juillet dernier, Emmanuel Macron, et du coup il y avait aussi Yannick Noder, l'ancien ministre de la Santé, et Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale.
Écoutez, moi, j'étais allée dans ce rendez-vous pour être vraiment honnête, avec plein d'espoir. Et même en sortant du rendez-vous, j'avais un peu des paillettes dans les yeux. Je me suis dit, ah ça y est, ça va enfin avancer. Parce que vous savez, la santé mentale, c'était la grande cause nationale 2025, qui a été reconduite aussi en 2026. Du coup, j'étais vraiment contente de ce rendez-vous en sortant. Il s'était engagé à soutenir du coup les associations, les initiatives qui étaient présentes au rendez-vous, parce que du coup il y avait d'autres professionnels et associations, à mieux coordonner les acteurs et surtout à s'investir dans la prévention et développer un peu cette culture du bien-être. Et quelques mois plus tard, il ne s'est rien passé encore. Donc c'est décevant parce que nous, on essaye de pousser et de ramer, etc., pour que les choses avancent au terme de santé mentale des jeunes, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment le même engagement qui est présent de ce côté-là, ou en tout cas c'est beaucoup de promesses en l'air, quoi. On va peut-être s'arrêter là sur les questions. Merci beaucoup à vous trois. Peut-être justement, Miel, maintenant vous pouvez aussi poser une question, puisque vous avez Laure Miller ici qui soutient cette loi. Vous avez évidemment suivi ça. Quelle question vous aimeriez lui poser ? Quelle question comme ça? Je pense par rapport du coup à l'interdiction des réseaux. Il y a beaucoup de choses qui sont dites comme quoi scientifiquement c'est prouvé que ça aurait des effets bénéfiques, mais que ce serait intéressant que ce soit interdit, quoi, les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Des effets plutôt néfastes, des effets délétères sur la santé mentale, sur les études scientifiques que vous disiez. C'est exactement. Ça. Mais je ne comprends pas pourquoi on s'attaque directement qu'aux réseaux sociaux sans traiter les autres sujets qui touchent la santé mentale des jeunes et des sujets qui sont en réalité plus importants aujourd'hui que les réseaux sociaux. Comme quoi, par exemple, Miel ? Comme les écoles. Il n'y a pas grand-chose qui est fait dans les établissements scolaires en termes de santé mentale, ou sinon c'est les établissements scolaires eux-mêmes directement qui vont s'y mettre, mais de la part des pouvoirs publics, non. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a d'autres priorités pour la santé mentale des jeunes que l'interdiction au moins de 15 ans, parce que à 15 ans, on ne devient pas directement immunisé. En plus, aux réseaux sociaux, on va tomber dans les mêmes failles qu'à 13 ans. Donc voilà. Alors, vraie question. Alors, pourquoi alors, moi, je ne suis que députée, donc je ne peux pas tout faire. Pour l'instant, Laure Miller, pour l'instant. Non, mais j'ai pas d'autre ambition, mais je veux dire par là que je ne peux pas tout faire. Moi, si je me suis penchée sur ce sujet, c'est parce que, légitimement, quand vous regardez autour de vous, quand je regarde mes neveux, mes nièces, quand je vais dans les établissements scolaires, je vois bien que le portable est quelque chose de omniprésent dans notre quotidien et dans le quotidien des jeunes en particulier, et que quand ils vont sur leur portable, c'est quand même principalement sur les réseaux sociaux qu'ils vont, les jeunes, et on le voit bien dans les sondages. Et donc, pour moi, c'était important de mesurer déjà quels étaient les effets sur toute une génération, et c'est ce qu'on a fait avec la commission d'enquête qu'on a menée pendant 6 mois. Sur TikTok ? Oui, sur TikTok. Mais en fait, les questions étaient plus larges que TikTok pendant cette commission d'enquête, c'est-à-dire qu'on évaluait tous les réseaux sociaux. Mais justement, sur cette commission d'enquête, Arthur Delaporte, du coup, qui a mené la commission d'enquête, on l'a rencontré, etc., on a pu dialoguer avec lui, mais lui-même se disait contre cette interdiction au moins de 15 ans. Il a voté le rapport. Lui qui a fait... Non, c'est moi qui ai fait la commission d'enquête. Lui, il était président. En fait, il a mené les débats. Et donc, lui, alors, il s'est abstenu lors du vote de la loi, il n'a pas voté contre. Il avait voté le rapport qui contenait cette interdiction, donc on verra le vote final. Mais oui, il a une position qui n'est pas tranchée. Et je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, il y a d'autres députés qui étaient pour, mais en prenant des précautions, parce qu'ils disaient un peu ce que vous dites, c'est-à-dire ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire on va pas, en tout cas moi, c'est pas du tout mon idée. Déjà cette interdiction, c'est pas la solution parfaite. Mais moi, en fait, j'ai pas trouvé, en regardant ce qui était fait autour de moi et dans d'autres pays, d'autres solutions aujourd'hui qui s'offraient à nous pour protéger les jeunes. Donc, c'est pas une solution parfaite. Ça sera pas une solution parfaite quand elle sera mise en œuvre. J'en ai pas trouvé d'autres. Et surtout, il faut pas s'arrêter là, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus large. La question de la santé mentale, elle est beaucoup plus large que celle des réseaux sociaux. Simplement, je pense que les réseaux sociaux, à mon sens, ne font pas du bien, de manière générale, de façon isolée. Évidemment qu'il y a des effets positifs, je les conteste pas, mais de manière générale, maintenant on sait que ça ne fait pas du bien globalement à la jeunesse, et même s'il y a des jeunes qui vont avoir une façon très nette de pouvoir gérer les réseaux sociaux, qui vont pas s'en tenir aux images néfastes qu'ils voient, etc., moi j'ai pas envie de jouer à la roulette russe avec les jeunes et avec nos enfants, et donc je crois qu'il faut prendre une mesure de protection. Mais la santé mentale, je suis d'accord, c'est un vrai sujet qui n'est pas traité à la mesure de ce que ça devrait être. Aujourd'hui, je regardais, et c'est même pas que les jeunes, on sait bien qu'on utilise beaucoup de produits, de médicaments contre les dépressions dans notre pays, qu'on est les champions du monde quasiment. Aujourd'hui, il y a un sondage intéressant qui est sorti qui dit que pendant 3 mois, on a interrogé les Français, donc pas que les jeunes, un tiers des jeunes interrogés, des personnes interrogées plutôt, n'avaient pas été pris dans leurs bras depuis 3 mois, et un tiers n'avait jamais entendu pendant les 3 mois qu'on leur disait qu'ils comptaient.
Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet de lien social, de lien entre nous, entre les familles, entre les jeunes, entre eux, entre nos amis et nous, qui a un peu, en tout cas, qui s'est c'est délité, on est oui, mais justement... et je crois que c'est un vrai sujet dans notre société, on prend pas la mesure de ça. Justement, vous parlez, Miel, puisqu'on parle de lien social, c'est link, hein, le link c'est le lien, c'est aussi... Link, le lien. Ouais, c'est ça, et juste quand on a... quelle est la part justement des messages que vous recevez, que vous pouvez lire, peut-être de moins de 15 ans, ou des gens qui ont 15 ans, qui essayent justement auprès de vous de nouer un lien, et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de dire que si jamais cette loi passe, vous allez perdre justement ce lien avec eux? Forcément, si la loi passe, on va perdre le lien avec les moins de 15 ans. Après, vous n'êtes pas un réseau social, donc on est sur les réseaux sociaux aussi. Oui, mais on fait beaucoup de non, prévention nous sur les réseaux sociaux. Après, honnêtement, je pense que les moins de 15 ans, il y en a énormément qui vont réussir à contourner la règle et au final, ils vont juste le faire en cachette. Donc encore moins accompagnés, encore moins surveillés. Donc je ne sais pas si ce sera aussi la bonne chose. Mais après, nous, on continuera à être présents sur l'application. Il n'y a pas de restriction d'âge sur l'application pour les jeunes ou quoi que ce soit. On continue à être présents dans les établissements scolaires, pendant des conférences. On essaye quand même d'être sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie, c'est important. Mais donc voilà. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que le grooming ? Ça vous parle, grooming? Ça te parle, toi, Miel, ce que c'est que le grooming? Non. Tu vas en savoir plus. On va tout de suite écouter le reportage du collège Émile Zola d'Igny dans l'Essonne. Ils ont parlé du grooming. On les écoute et on les reçoit juste après. Bonjour Xavier, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le grooming? Bonjour les garçons. C'est un adulte qui va sur des réseaux sur lesquels il y a beaucoup d'enfants qui peuvent jouer, qui va rentrer en contact avec ces enfants sans dire qu'il est un adulte et en se faisant passer pour un enfant pour soutirer des informations à cet enfant sur lui. Donc, ça peut être des photos et puis ça peut aller effectivement jusqu'à vouloir rencontrer l'enfant dans la vraie vie, en dehors du jeu vidéo et du réseau. Est-ce que cette situation arrive souvent? Malheureusement, oui, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent en ligne sur des réseaux et donc ces réseaux-là sont très prisés d'adultes qui veulent rentrer en contact avec des enfants. Donc, quand on converse avec un autre joueur sur un réseau social, a priori tout le monde utilise un pseudonyme. Vous savez ce que c'est un pseudonyme? Oui. En réalité, vous ne savez pas qui est derrière ce pseudonyme. Et donc la personne peut vous raconter ce qu'elle veut sur elle et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens font ça en se cachant derrière des avatars pour agir de façon malveillante. Malheureusement, oui. Beaucoup de gens le font. Que se passe-t-il si on joue à des jeux vidéo de moins de 15 ans ou moins de 18 ans si on n'a que 12 ans? Eh bien, le risque, d'abord, c'est de jouer à des jeux qui peuvent être particulièrement violents ou avoir des contenus choquants auxquels un enfant de 12 ans n'est pas préparé à réagir de la bonne manière. Donc ça peut être choquant et traumatisant pour un enfant trop jeune de voir ces contenus-là. Et puis effectivement ensuite le risque c'est le grooming, c'est-à-dire que sur des jeux par exemple qui sont réservés aux adultes, si un enfant y va, eh bien il va peut-être être assez rapidement par certains adultes être identifié comme un enfant et donc devenir une proie de certains adultes mal intentionnés. Nous, le conseil qu'on vous donne, c'est de jouer à des jeux de votre âge et plutôt d'échanger avec des camarades que vous connaissez dans la vraie vie et d'éviter de partager toute information sur vous, et notamment des photos, avec des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Et on accueille tout de suite les élèves qui ont réalisé ce reportage et on les applaudit. Ils viennent d'Igny dans l'Essonne, Timothée, Faustine et Violette. Merci à vous. Allez, installez-vous où vous voulez, là où il y a de la place. Vous êtes, je crois, si mes informations sont bonnes, c'était en 5e que vous avez réalisé justement ces reportages. Là maintenant, vous avez un an de plus. Comment ça s'est passé, cette idée d'aller s'intéresser au grooming et globalement aux enjeux du numérique? Comment ça vous a donné l'idée de vous intéresser au grooming? La classe média? Pourquoi pas? C'est toi qui vous avez participé à ce reportage? Au grooming? Et donc, comment vous avez choisi le sujet? C'était important de faire savoir que les réseaux sociaux
peuvent être dangereux et les jeux aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment avec qui on joue. Et si on le fait savoir comme ça, les personnes qui joueront feront plus attention aux personnes cachées. Exactement, et c'était pas trop compliqué d'arriver à identifier les bonnes personnes pour vous répondre. On a entendu la personne qui vous répond, vous vous rappelez qui c'est? Xavier Delport, je crois, qui s'occupe de la CNIL. Comment vous avez mené cette interview? On était plusieurs personnes et il y avait plusieurs groupes et c'était pas forcément nous qui... Oui, ce que vous avez fait, c'est un reportage de 17 minutes. Celui qu'on vient d'entendre, on a juste mis un petit extrait. Ça a été quand même un long travail. Qu'est-ce que vous avez peut-être appris de plus intéressant, aussi bien dans la fabrication du sujet ou peut-être sur des données ou des informations auxquelles vous n'étiez pas informé ou pas encore au courant? Moi, je pensais que les gens n'étaient pas malveillants sur les jeux vidéo, par exemple. Qu'ils ne se faisaient pas passer pour d'autres personnes comme ça. Ouais, tu as découvert que finalement, tu pensais que le jeu vidéo était un terrain plutôt safe, alors que finalement, ça ne l'était pas. Toi, Timothée? Moi, je trouve que c'est comme Violette, il n'y a pas de personnes malveillantes sur les jeux vidéo, parce que sur certains jeux vidéo, on ne peut pas... si on met au tout début du jeu vidéo, on dit quel âge on a, et à partir d'un certain âge, on peut communiquer dans le chat. Et c'est comme Violette. Alors, puisqu'on parle de jeux vidéo, moi je vous propose de terminer cette émission un peu en jeu aussi, en jouant, puisqu'il est déjà midi 23. Je vais enlever ce midi 23, puisque cette émission, je la diffuse vendredi, donc je n'avais aucun intérêt à citer ce midi 23, donc je vais reprendre complètement ma phrase. Donc, nous sommes maintenant pris par le temps. On va donc commencer à jouer, puisque vous parlez de jeux vidéo. Est-ce qu'au 104, vous êtes prêts à répondre au quiz ? Allez, on accueille tout de suite les élèves du quiz. Venez avec nous. En musique, évidemment. Et juste après le quiz, vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités. Installez-vous. Ouais. Moi, je trouve que ça manque un peu d'ambiance ici. Applaudissez ici. Donc vous voyez les amis, là, quand on fait de l'animation, on se rend compte que maintenant, on arrive à la fin de l'émission et qu'il faut réveiller un peu la salle. Et pour réveiller un peu la salle, rien de mieux que leur poser des questions pour pouvoir sonder leur culture médiatique et leur culture numérique. Qui veut commencer avec cette première question ? Moi. Allez, vas-y, tu t'adresses à la salle, tu poses la question et dès que vous avez la réponse, on vous entend, on veut que ça fuse. Vas-y. Quelle est la date de création de France Culture ? Waouh. Eh ouais, vous attendez quoi ? La date de création de France Culture. Allez-y, j'entends rien. Je sais pas. 1912. Non mais n'importe quoi. 76. 2006. 1820. Non mais oh. France Culture liée au 19e siècle, vous rigolez ou quoi ? 2020. Alors allez, réponse tout de suite. France Culture, quand est-ce que c'est né ? Allez-y pour la réponse. La station thématique née en 1945 sous le nom Programme National. Ouais. Alors, on va enchaîner avec la deuxième question. Écoutez les questions s'il vous plaît. Allez-y. Combien de temps les Français passent-ils en moyenne chaque jour devant leur téléviseur ? 4 heures, 5 heures. Alors on a du 6 heures et du 5 heures. La réponse. Selon Médiamétrie, les Français ont passé en moyenne 2h51 par jour devant leur téléviseur. En live, replay ou différé. Effectivement, on est parti du côté du téléviseur. On n'est pas parti du côté des écrans de téléphone. Miel, vous savez votre temps d'écran à peu près quotidien ? 6-7 heures, je pense. 6-7 heures, mais c'est pour le travail. Ouais, je travaille. C'est pour le travail, évidemment. Directement. Troisième question. Dans le monde des médias, que signifie le sigle TNT ? Que signifie le signe TNT ? TNT, c'est quoi ? TNT. Ah, télévision numérique terrestre, j'ai entendu. Est-ce que c'est le cas ?
TNT, l'abréviation de télévision numérique terrestre. Bravo, il y a un point du côté de la droite. Vous avez qu'à jouer en équipe, la droite, le milieu et la gauche. Bien sûr, il y a un micro tout en haut, vous pouvez jouer. 4e question. Quel milliardaire a racheté le Washington Post en 2013? Voilà, Jeff Bezos, c'est parti très vite sur la gauche. Est-ce que c'est la bonne réponse, Jeff Bezos? C'est la bonne réponse ou pas? Jeff Bezos, on nous a dit. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo. Quelle est... 5e question. Quel est le quotidien le plus lu en France? Le Parisien, non. Ah, oh, attends, une réponse ici. Ouest France. Ouest France. C'est correct. Bravo, Ouest France. 6e question. 6e question. Quel est le premier journal français à avoir signé un contrat avec OpenAI, l'entreprise créatrice de ChatGPT? Alors attendez, on va... Le Monde, on nous dit en haut, est-ce que c'est la bonne réponse? Oh là là, mais quelle culture médiatique incroyable, ça fait plaisir. OpenAI, bien sûr, qui est eh bien, l'entreprise qui a créé ChatGPT. Allez-y, prochaine question. Quand est née la toute première IA? Quand est née la toute première IA? 1931 par ici. 1915. 2000. 1950, peut-être qu'on s'en rapproche. Alors attendez. 1957. Alors mais attendez, vous jouez avec un téléphone portable ou quoi? Ok, 1957. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Allez, prochaine question. Quel est le service de l'État français? Attends. On va faire un truc super, on va faire un peu de silence pour reprendre tranquillement la question. Parce qu'on en est tous excités comme des fous, moi le premier. On y va, vas-y. Quel est le service de l'État français qui veille à détecter et caractériser les ingérences numériques étrangères? Le service français. Ah, j'entends l'ARCOM. Est-ce que c'est l'ARCOM, oui ou non? Non. J'entends Viginum. Est-ce que c'est Viginum? Oui. Bravo, on peut les applaudir, Viginum. Ok, prochaine question, c'est l'avant-dernière. Qu'est-ce que l'astroturfing? Qu'est-ce que l'astroturfing? Ça va être compliqué à répondre en un mot. Qui a la réponse de qu'est-ce que l'astroturfing? Levez la main, quelqu'un qui a la réponse. Qu'est-ce que l'astroturfing? Voilà, j'ai l'impression qu'on a une réponse par ici. Alors, qu'est-ce que l'astroturfing? Ah, finalement, la personne n'a pas la réponse. C'est vrai. Qui? L'astroturfing. C'est pas un sport? On nous demande si c'est un sport. Je crois pas que ça soit un sport. Hein? Non, c'est pas la bonne réponse. C'est toujours pas la bonne réponse. C'est pas moi, je l'ai dit, c'est eux. Ok, les gars me font courir alors qu'ils ont 0 réponse. Alors, allez, je me déplace pour la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois que je me déplace. Sinon... Qui a la réponse, là? On nous dit que c'est de la propagande. Quelle est la réponse, alors? C'est une technique de désinformation. Ouais, voilà, c'est accepté. Alors, dernière question. Avec quel journal français la Fabrique de l'information a-t-elle noué un partenariat? Courrier international, mais bravo, on peut l'applaudir. Et moi, j'avais évidemment une dernière question à vous poser en chœur. Est-ce que vous pouvez me citer la meilleure émission de France Culture? La Fabrique de l'information, c'est exactement ça. Et ça, ce n'est pas de la propagande. Je n'ai pas fait d'astro-turfing. Il nous reste quelques minutes. Alors, regardez ce qu'on va faire. Bravo à vous, vous pouvez vous applaudir, évidemment.
Allez, je vais vous demander un peu de silence, juste pour terminer cette émission, et après vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités. Mais avant, je vous demande le silence. Est-ce qu'on peut faire le silence ici dans le 104 ? Ok, super. Et moi, il faut que je retrouve ma page. Voilà, sur toutes ces pages. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, moi, je vais conclure cette émission en remerciant tous ceux qui ont participé à la préparer. On va reprendre ça tranquillement et après, on pourra poser les questions. Donc, on va se remettre en situation de jeu avec... tiens, et on va essayer. Si vous dites Anker, fabrique de l'information, ça donne quoi? Allez-y. Donc vous savez, hein, le montage, c'est toujours un peu, on trafique toujours un peu. Donc moi, je vais vous poser cette dernière question. Quelle est la meilleure émission de France Culture? Vous répondez ça puisque vous l'avez sur le cœur. Hein, je vois que c'est une réponse très sincère. Ensuite, je conclue l'émission en musique avec le tapis. Et après, bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions à Miel. Ok, maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Quelle est la meilleure émission de France Culture? La fabrique de l'information. Bravo, bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. Et j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. En premier lieu, bien sûr, les collégiens et les lycéens de Hoche à Versailles, de Digny, évidemment, en passant par Nanterre. J'aimerais remercier les enseignants qui ont travaillé activement, notamment Karen Billon-Dumont du côté de Versailles, Christine Barrault du côté de Nanterre, Adeline Ramex du côté de Digny, Christine Moncla ici à la préparation à Radio France. Remercier le Clémy d'avoir si bien communiqué autour de cette émission spéciale pour remplir ce 104. Le 104 toujours là ? Et vous pouvez continuer à remercier, applaudir les équipes techniques justement du 104, Jason Taous, Tahar Bouktiflika, Morgane Crézé et Anne-Gaëlle Dijoux. Et moi je remercie bien sûr l'équipe qui travaille à mes côtés chaque semaine, on pourrait bien dire chaque jour à la préparation de cette émission que vous allez bientôt bien sûr vous empresser de podcaster. Il s'agit de Joséphine Reynards qu'on peut applaudir et de Sorge Leroy. Merci à vous. Et rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. On se quitte sur un dernier applaudissement, le 104. Une dernière seconde de silence. C'est juste quand je vais faire le passage d'antenne pour 15h. Attendez, dernière seconde de silence, s'il vous plaît. On essaye. Ouais. Chut. Super. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est comme l'émission est diffusée, vous le savez, à 15h le vendredi, il faut juste que je fasse un faux passage d'antenne. C'est-à-dire que je vais dire, il est 15h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie Richeux pour son book club. Je dis juste ça, et après on est tranquille. Mais il faut que je le fasse dans le silence le plus complet. Il est 15h sur France Culture, et vous y êtes bien, l'heure de retrouver Marie Richeux pour son book club. Ah, le mec qui siffle juste pendant la prise. Non, ça passe. Merci à vous. Alors, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, je prends les questions. OK ? Alors, est-ce qu'on peut m'aider avec les micros ? Allez faire le... Est-ce qu'il m'entend bien même ? Alors, et on a une question ici. Attendez. On va faire dans l'ordre. Vous inquiétez pas. On va commencer là. Alors, donne-moi ton prénom et pose ta question. Je m'appelle Sylvie. S'il vous plaît, par contre, on écoute les questions, promis. Je viens vous voir. Je m'appelle Sylvie et j'ai une question pour Laure Miller. Est-ce que vous doutez de la politique qui peut dire aux parents de parler à leurs enfants ou les écoles qui pourront peut-être, sans interdire la loi dès 15 ans, est-ce que vous pensez que elle n'est pas assez forte pour parler aux enfants et qui se détachent un peu de leur téléphone portable et des réseaux sociaux ? Merci beaucoup Sylvie. Réponse rapide de Laure. Oui, merci Sylvie pour la question. Alors si je l'ai bien comprise, je pense que tu veux parler de la pédagogie, du fait qu'on pourrait peut-être juste faire de la pédagogie. Moi je pense que les deux peuvent aller de pair en fait. On peut poser une règle dans la société et ça n'empêche, et c'est nécessaire, qu'il faut évidemment que les parents se parlent et parlent à leurs enfants et qu'il faut que les professeurs parlent aussi aux élèves qu'ils ont devant les yeux. Mais je pense que les deux sont nécessaires. Ok, on a une question là-bas. Au fond de la salle, oui, allez-y. Ma question... je m'appelle Ayaba, je viens du lycée Simone Veil à Conflans-Sainte-Honorine. Et ma question, elle est pour la députée Laure Miller. J'aimerais dire qu'en gros, l'interdiction, ça amène plus à la frustration et à l'irrespect des lois ou juste d'un point de vue personnel.
Et j'aimerais savoir pourquoi on ne s'attaque pas directement aux développeurs des applications plutôt qu'aux consommateurs. Parce que techniquement, vous savez très bien que le mal, il vient pas des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, en fait. Très bonne question, merci beaucoup. C'est une super question et je partage ce que tu dis à travers ta question. L'idéal, en effet, ce serait de pouvoir restreindre les plateformes et de pouvoir s'attaquer aux algorithmes, à la modération qui est très mauvaise. Simplement, aujourd'hui, la réglementation, c'est énervant et ça peut tous nous frustrer et nous énerver, mais la réglementation, elle ne nous permet pas pour l'instant de nous attaquer à ça. Donc il faut qu'on y travaille à l'échelle de l'Union européenne, mais moi ce que je dis, c'est en attendant qu'on y arrive, je voudrais qu'on puisse poser cette règle dans la société et ce n'est pas une règle contre les jeunes du tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas confiance aux jeunes, au contraire. Simplement, le modèle et le système, il est déséquilibré. On vous demande de vous restreindre dans votre accès aux réseaux sociaux alors que vous avez en face des plateformes multinationales américaines, chinoises qui ont engagé des millions et des millions de dollars avec des neurologues, avec des psychiatres qui ont tout fait pour utiliser nos vulnérabilités et pour se servir de nos vulnérabilités pour nous capter et capter notre attention. Donc c'est déséquilibré. C'est juste pour ça que je pense qu'il faut poser cette règle. Alors j'informe juste pour ne pas faire de fausses promesses, je ne pourrais pas prendre toutes les questions, hein, puisqu'on est vraiment pris par le temps, mais allez-y. Bonjour, je m'appelle Neissa et j'ai une question pour Miel Abitbold. Est-ce que aider les autres, ça t'a aussi aidé toi-même ? Ouais, je pense que le fait de m'investir pour aider les autres, c'est un truc qui m'a moi-même donné du sens à ma vie, parce que quand j'allais pas bien, justement, je manquais de sens et j'avais l'impression de servir vraiment à rien et que je faisais juste... j'embêtais un peu tout le monde, on va dire. Et quand je me suis lancée dans le projet et que j'ai vu les retours des jeunes, parce qu'il y en a quand même énormément que ça a aidé, que ce soit l'application, que ce soit les contenus qu'on fait sur les réseaux, c'est vrai que même moi, en fait, ça m'a redonné du sens et ça m'a donné une raison de plus de me battre et de continuer à avancer, donc complètement, ouais. Merci beaucoup. Allez, une autre question, oui, allez-y. J'arrive ici juste après. J'ai une question pour Madame la députée. Allez-y. Allô. J'avais une question pour Laure Miller. Les réseaux sociaux sont source de sentiments de solitude et de dépression. Mais est-ce que limiter ne serait pas plus efficace qu'interdire ? Alors en effet, oui, on pourrait limiter, je pourrais choisir que l'application s'arrête au bout d'une heure. Tu veux dire limiter dans le temps d'usage ? Oui, mais alors encore une fois, grosse frustration de la part de ceux qui font la loi en France et dans les autres pays de l'Union européenne, on ne peut pas le faire. En fait, le règlement européen tel qu'il existe ne nous permet pas de limiter. Donc c'est pour ça qu'on en passe par l'interdiction. Encore une fois, c'est pas idéal, c'est pas magique, mais on peut faire que ça pour l'instant, compte tenu de la réglementation européenne. Ok, une question ici. Une question pour Madame la députée. Il nous reste une minute. Allez-y alors. À propos, ce ne serait pas mieux d'interdire le contenu négatif et de valoriser le contenu positif ? Franchement, ça serait l'idéal. Simplement, on ne peut pas, pour l'instant, agir sur le contenu des plateformes. C'est elles qui font, entre guillemets, la loi sur leurs réseaux sociaux. Et elles, avec leurs algorithmes, elles poussent les contenus qui sont plutôt les contenus radicaux ou négatifs, plus que les contenus positifs. Donc, dans un monde idéal, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, aujourd'hui, en 2026, on ne peut pas encore le faire. Et j'ai bon espoir qu'on puisse le faire. Et à ce moment-là, on lèvera l'interdiction. Allez, il nous reste quelques secondes. Je propose une dernière question à Miel pour essayer de répartir. Bonjour, allez-y. Je suis Sohane Sadirudier du collège Paul-Éluard à Châtillon et je voudrais vous poser une question à Laure Miller. Pensez-vous qu'au lieu d'interdire les réseaux sociaux, ce serait pas mieux de proposer des formations aux parents et aussi, on parlait d'isolement numérique, mais certains jeunes n'ont vraiment peu d'amis et font des rencontres qu'à travers les réseaux sociaux. Et vous pensez qu'il n'y aurait que cette proposition d'interdire les réseaux sociaux ? Merci. Formation aux parents, la garde 2 secondes, Laure Miller, avant de répondre, vas-y. Non, vas-y. J'ai une question pour Madame Miller. En conclusion, vous êtes pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux ? C'est une question à Laure Miller, si elle est pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux ? Ok. Alors... est-ce que, en gros, peut-être la question, c'est est-ce que vous avez un peu changé d'avis Laure Miller, grâce justement au plaidoyer de nos élèves. Est-ce que ça vous avait fait changer d'avis ou est-ce que ça a maintenu votre engagement ? Et puis comme ça, vous répondez rapidement sur l'action de la formation en 30 secondes. 30 secondes. La formation, je pense qu'il la faut, elle est nécessaire.
L'interdiction et la formation, je plaide pour les deux. Je plaide pas que pour une interdiction. Je pense qu'il faut former un maximum de monde et accompagner un maximum de jeunes sur l'usage des réseaux sociaux. Et sur la deuxième question, je suis désolée, je n'ai pas changé d'avis, même si vous m'avez fait beaucoup réfléchir. Et je ne fais que réfléchir, encore une fois. Je vais voir des jeunes toutes les semaines sur ma circonscription. J'ai fait quasiment tous les collèges, les lycées et les écoles. Et tout ça me fait réfléchir. Mais je crois quand même qu'il faut, pour protéger, prendre cette mesure, même si elle est provisoire et qu'elle nous fait tous évoluer, qu'elle n'est pas parfaite. Mais je crois qu'il faut la prendre, au moins pour envoyer un message à tous dans la société. Voilà, c'était la fin de cette fabrique de l'information. Moi, j'aimerais vous remercier vraiment pour votre attention, votre écoute et votre investissement. Merci à tous et à la prochaine. Merci.